La justice le considérait comme une tauromachie. Taureau contre tauret alors, requérant contre défendeur. Nous allons essayer ce soir d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une audience administrative. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, l'association Sans Décorner demande au juge des référés, premièrement, d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-2 du Code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Viandée portant en réglementation d'une manifestation sur la République sur le territoire de la commune de Santorin à l'occasion des journées taurines organisées du 6 au 8 octobre 2023. D'enjoindre au préfet de la Viandée de permettre le déroulement d'une manifestation organisée par l'association prévue le 7 octobre 2023 de 18h15 à 20h45 sur le parvis du théâtre municipal et le 8 octobre 2023 de 10h à midi sur le parvis des arènes. Enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L761 du Code de justice administrative. Parlement en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Viandée a conclu au rejet de la requête. Et tel est l'état dans lequel se présente cette affaire ce soir. Nous allons donner de suite la parole aux parties. En commençant pour le compte de l'association Sans Décorner. Maître, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, l'effet de l'espèce ne nécessite pas de développer beaucoup de précisions par rapport au rapport que vous venez de retranscrire, si ce n'est que de rappeler que la commune de Santorin organise chaque année ses journées taurines, qui cette année tombent donc les 21 octobre et le 24, du 21 octobre au 24 octobre 2023, et que notre association, enfin, l'association que je représente, l'association Sans Décorner, a déclaré dans les délais réglementaires qui lui étaient impartis une manifestation aux fins de pouvoir porter le message qui lui est cher. Message lié à sa lutte contre la poursuite et la perpétuation de cette tradition qu'est la corrida. Ces deux manifestations dont aujourd'hui on vous demande de pouvoir les organiser et les tenir ont lieu le jour de l'ouverture des fêtes taurines et le jour de la fermeture de ces fêtes taurines. Et là, moi je dois vous faire une confession à titre personnel, Monsieur le Président, dans le secret relatif de cette audience. J'aime la corrida. J'aime la corrida. Et le danger de ce dossier, et j'attire votre attention sur ce point-là, serait de croire qu'il s'agit de faire le procès de la corrida et de la question de savoir si la corrida doit ou pas être interdite. Et c'est l'écueil dans lequel Monsieur le Préfet est tombé, dans lequel les médias tombent régulièrement, mais qui me paraît devoir être fortement convaincu dans le cadre de cette audience, puisque le débat n'est absolument pas là. Le débat qui vous est soumis aujourd'hui, il est le suivant. Il est de savoir si j'ai la faculté, en tant que citoyen de la République française, de pouvoir manifester une opinion qui diffère du citoyen qui est à côté de moi. Le seul débat de ce dossier se trouve dans cette question, et c'est cette question que vous allez devoir, dans le secret de votre délibéré, solutionner. Alors, le choix qui a été fait aujourd'hui procédural du référé liberté, il était évident, j'aurai l'occasion de le revenir rapidement, mais le fait d'être aujourd'hui devant vous, déjà, pour notre association, ça signifie 2 victoires. La première victoire, c'est que l'affaire a été audiencée. Vous savez que ce n'est pas souvent le cas en matière de référé liberté, c'est donc que vous avez jugé que l'affaire méritait d'être portée devant la juridiction et méritait un débat contradictoire, et pour ça, je ne peux que louer la pertinence de cette appréciation. La seconde victoire, c'est de constater que, suite à notre requête, M. le Préfet a cru nécessaire de s'adjoindre dans les services d'un confrère, ce qui n'est pas souvent le cas, et la qualité de mon contradicteur et de ses écritures montre que
le préfet a cru nécessaire de s'adjoindre les services d'un professionnel du droit, et ça c'est également une victoire pour nous, parce que ça montre la qualité de notre travail. Sur le fond du dossier maintenant, si vous le voulez bien, et pour un peu rentrer dans le jeu de l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui, l'article L521-2 du Code de justice administrative assujettit le prononcé de la satisfaction de la requête en référé-liberté à la démonstration de la réunion d'un certain nombre de conditions qui, globalement, dans cette affaire, certaines ne devraient pas, a priori, vous occuper trop longtemps, et d'autres méritent qu'on s'y attende. La première, qui, à notre sens, ne mérite pas d'être longtemps débattue, c'est la condition d'urgence. On est aujourd'hui devant vous, car M. le Préfet nous a notifié sa décision du 15 octobre. Nous avons une manifestation qui a lieu le 21 et 24 octobre. Il n'existe pas aujourd'hui dans notre audiencement juridique une autre procédure possible que celle que nous vous proposons aujourd'hui devant votre juridiction. Et par définition, vous connaissez la jurisprudence du Conseil d'État en la matière, il semble bien que l'urgence soit caractérisée. L'atteinte aux intérêts de notre association, dont vous avez les statuts annexés à la requête, démontre que les intérêts que nous entendons défendre et la lutte qui est la nôtre aujourd'hui est bien menacée par la décision prise par M. le Préfet de la ville. Ça m'amène à la deuxième condition. Nous sommes évidemment en présence d'une décision administrative, d'une mesure de police administrative, puisque cette question n'est d'ailleurs même pas débattue. L'arrêté contesté est une mesure de police et elle est prise dans le cadre des pouvoirs qui sont conférés à M. le Préfet. Donc pas de difficulté là-dessus. Le troisième point qui, dans la même logique, ne devrait pas nous occuper longtemps et ne devrait pas vous préoccuper dans le cadre de la construction de votre ordonnance, c'est l'atteinte à une liberté, puisque en la matière, nous en avons à l'évidence au moins deux qui sont mollement contredites par la défense de M. le Préfet. C'est d'une part l'atteinte à la liberté d'expression, puisqu'il nous paraît évident qu'aujourd'hui l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est méconnu et en tout cas mis en péril par cette décision. Et de la liberté d'expression, nous ferons évidemment découler son corollaire qui est la liberté de manifester et donc d'exprimer publiquement la libre expression de notre pensée. Puisque j'en suis à la question et à la problématique de la liberté, et parce qu'il n'est pas inutile, Monsieur le Président, dans ce type d'affaires, de se rappeler les fondamentaux. Je vais me permettre de citer, non pas l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous connaissez assez bien, mais l'article 11, parce que vous allez voir, la rédaction du texte, et le texte quand même est assez fondateur, vous en conviendrez, paraît intéressant. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je le rappelle, c'est l'anniversaire aujourd'hui de notre Constitution, et donc cette déclaration fait partie intégrante de notre Constitution. L'article 11 de cette déclaration nous indique, nous précise, que la libre communication des pensées et des opinions, qui est garantie par l'article 1, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce qui est intéressant de relever, M. le Président, c'est que c'est un fondement de notre état de droit dont on vous demande aujourd'hui d'être le garant. Et c'est pour ça que j'attirais votre attention en début d'audience sur le danger de croire qu'il faudrait tomber dans la question polémique de savoir si la corrida doit être interdite. Parce que cela va nécessairement biaiser la contradiction. Aujourd'hui, le débat qui est le nôtre est de savoir si j'ai la possibilité de faire valoir l'un des droits les plus précieux de l'homme. Aujourd'hui, la décision contestée m'interdit l'usage et l'expression. Alors, sans transition, avec une transition plutôt, le texte exige ensuite que l'affaire soit grave. La gravité étant à mesurer en fonction des effets de la décision. Cette problématique et cette condition ne devraient pas vous occuper longtemps non plus, dans la mesure où la décision du préfet
m'interdit définitivement de pouvoir faire valoir mon expression au temps et lieu qui étaient ceux déclarés dans la déclaration déposée en préfecture le début octobre 2011. Nous en venons donc au débat qui va nous animer peut-être un peu ce soir et qui va être la démonstration que cette atteinte dont on sait qu'elle est grave doit également être manifestement illégale. Et sur ce point-là, nous avons plusieurs angles d'attaque que je vous propose d'aborder successivement. D'abord, et assez rapidement, la problématique de la discrimination. Cette décision, elle est discriminatoire, pourquoi? Parce que si vous reprenez la décision en elle-même, elle est entachée d'une incohérence entre, d'une part, les motifs qui gouvernent la décision de M. le Préfet, qui nous expliquent que l'organisation des fêtes taurines est incompatible avec toute autre forme de manifestation, et dans son dispositif, qui cantonne son interdiction uniquement aux manifestations anticorridas. Donc, nous y voyons, dans cette discordance entre la logique présentée qui est censée gouverner le dispositif, la logique présentée par M. le Préfet qui est de dire que finalement tout est incompatible pour finalement cantonner son interdiction simplement aux manifestations anticorridas. Sur ce premier point, vous pourrez faire droit à la demande de suspension. Mais vous pourrez également faire droit à la demande de suspension de manière plus directe, en constatant l'absence de trouble causée par la demande formulée par l'association Faut pas détendre. Rapidement, je vais me permettre de rappeler le régime juridique. Nous sommes en matière de police administrative et, par définition, la police administrative a pour finalité de garantir l'ordre public. Et plus précisément, elle a pour finalité de garantir l'équilibre entre l'expression des libertés des citoyens. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, combien de fois l'ordre public est cité dans la Déclaration des droits et du citoyen? Combien de fois, dans ce texte fondateur de notre République, on trouve le mot ordre public, qui est aujourd'hui ce qui sous-tend la décision de Monsieur le Préfet? Zéro. L'ordre public n'est pas une liberté. L'ordre public n'est pas protégé en tant que tel par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par contre, la liberté des individus et l'équilibre entre toutes les libertés, lui, est protégé. Et l'ordre public en tant que tel n'est absolument pas une fin. Ce qui va être une fin, c'est la liberté et l'expression de la liberté de chacun des citoyens. Et lorsqu'on approche la problématique dans cet aspect-là, le paradigme change. C'est-à-dire que ce n'est plus les anti-corridas contre les pro-corridas, c'est simplement la recherche de l'expression individuelle d'une liberté qui doit trouver à s'accorder avec l'expression de mon concitoyen. Et dans cette logique-là, il y a donc un équilibre à trouver. Un équilibre que, s'il n'est pas garanti, démontre une atteinte à la liberté, et donc une décision qui doit être censurée par votre juridiction. Deux possibilités. Soit le trouble à l'ordre public est avéré, et dans ce cas-là, pas de difficulté, le préfet agit, et il va prendre une décision pour mettre fin au trouble. Première hypothèse, qui n'est pas l'hypothèse qui nous occupe aujourd'hui, puisque à la date de la décision, il n'existe aucun trouble, puisque par définition, le préfet interdit un événement futur. Donc nous nous trouvons dans une seconde hypothèse qui est celle où Monsieur le Préfet vise à se prémunir d'un risque. Dans cette logique, il lui appartient de caractériser l'effectivité du risque. De quel risque parlons-nous? Et ce n'est que si ce risque est effectif
que l'atteinte à la liberté portée par la mesure de police administrative est régulière. Et j'irai même plus loin, que l'atteinte à la liberté portée par l'autorité administrative est psychologiquement acceptable. À défaut, c'est l'arbitraire. On tombe dans l'arbitraire administratif. En l'espèce, nous avons donc des journées taurines qui se déroulent du 21 au 24 octobre, au terme d'une autorisation qui a été vraisemblablement délivrée par M. le maire de Santorin dans le cadre de l'organisation de cet événement. Et l'association Sans Décorné, et c'est mes pièces numéro 2 et 3 de ma requête, se envisage une manifestation, premièrement, déclarée, donc régulière dans la forme, dont il est précisé qu'elle est organisée et qu'il n'y aura pas d'appel à manifester. Traduit, ça signifie donc que cette association ne va pas communiquer en amont sur l'organisation de cette manifestation pour agréger des individus qui n'auraient pas vocation à l'origine à... Cette manifestation est présentée comme une manifestation pacifique. Cette manifestation est présentée comme une manifestation silencieuse, sans mégaphone, sans prise de parole publique et sans tract. Et cette manifestation est présentée également comme une manifestation statique. La somme de ces éléments nous conduit aujourd'hui à plaider devant vous que le risque de trouble est inexistant. Il est inexistant parce que aujourd'hui, ce n'est pas 10 membres de l'association Sans Décorné, mangeurs de haricots verts, ils ne mangent pas de viande dans cette association, qui vont mettre en péril l'organisation d'une feria avec l'intégralité des fédérations taurines et de leurs membres. Je pense que le danger ne se situe pas chez les individus qui sont à l'origine de cette manifestation. Donc, je plaide aujourd'hui devant vous que le risque de trouble n'est absolument pas caractérisé dans la démarche en tant que telle qui est portée aujourd'hui par le juge. Par contre, et ce n'est pas inintéressant, parce que sinon, si vous deviez donner du crédit à cette décision, les conséquences seraient abyssables. Par contre, le risque de trouble aujourd'hui, il n'est absolument pas caractérisé par la démarche de mes clients. Il est caractérisé par quoi? Par des présidents de fédérations qui, sans logique, écrivent, et c'est versé au dossier par M. le préfet, qu'ils répondront par la violence à des provocations. Donc aujourd'hui, on instrumentalise des positions qui sont ni plus ni moins que des délits pénaux, des violences, des risques de violence, des menaces, à notre encontre, pour justifier l'interdiction de notre événement. Mais s'il y a quelqu'un qui doit être interdit, ne serait-ce pas l'auteur des troubles, l'auteur des violences, et non pas celui qui cherche simplement à manifester l'expression de sa propre liberté? La réponse me paraît évidente. Et dernier point, Monsieur le Président, et j'achèverai mes observations brèves à ce point-là, c'est la disproportion et l'inadaptation de la mesure qui est aujourd'hui prise par M. le Préfet. On voit assez nettement qu'il n'y a eu aucune réflexion sur des modalités alternatives qui auraient pu conjuguer l'organisation des deux événements et garantir la libre expression de chacun. Aucune solution alternative, alors qu'on aurait pu très bien imaginer, même si les termes ne sont pas forcément toujours très agréables à entendre, on aurait pu imaginer un marquage. On avait 10 personnes de l'association qui souhaitaient passer un message, on aurait pu imaginer d'aménager une zone dans laquelle ils auraient pu manifester leur expression et ensuite pouvoir s'extraire de la foule en délire, si tant est qu'elle se soit manifestée. Mais non, aujourd'hui, la décision tombe brutale, sans nuance, c'est une interdiction pure et simple de toute manifestation dans les lieux et heures qui étaient ceux demandés par l'association.
Et conscient de la faiblesse de cette position qui est exprimée, le préfet ne rougit pas de nous expliquer que dans la mesure où nous sommes en pleine période de Covid, les forces de l'ordre sont occupées à autre chose qu'à assurer la sécurité des manifestants. Donc, si je sais lire entre les lignes, mais je pense que vous aussi, Monsieur le Président, c'est-à-dire que Monsieur le Préfet de la Viandée nous explique que les forces de l'ordre sont plus occupées à vérifier des passes sanitaires qu'à assurer l'ordre public d'un événement sur 4 jours avec une population qui, nonobstant la problématique de notre association, va conjuguer un nombre infiniment supérieur à notre événement de personnes, de risques de troubles, de consommation d'alcool, voire de stupéfiants, dans le cadre d'un événement festif, et que donc les forces de l'ordre ne sont pas disponibles pour assurer la sécurité de 10 individus porteurs de pancartes disant que pour eux, faire souffrir un animal, c'est pas la meilleure idée qui ait jamais eu lieu. Alors, moi, Patrick Juvet chantait Où sont les femmes? J'avais envie de conclure mon propos en disant Où sont les flics, Monsieur le Président? Je vous remercie. On va donner la parole donc à la défense. Maître, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Pour un rapide rappel des faits, la commune de Santaurin accueille effectivement cette année les 39e journées santaurinaise qui consistent en un gala taurin, des conférences, une corrida et une novillade. Ces journées sont l'occasion de démontrer la fierté de la tradition locale pour la tauromachie du peuple de Santaurin, des journées de fête, des journées de mobilisation avec des associations, des aficionados, d'anciens et nouveaux matadors ou encore des novilleros présents et mobilisés sur ces 4 jours de fête. Le programme comprend cette année une conférence avec 2 des matadors les plus connus au monde actuellement et sur la culture, la jeunesse culture, une corrida et une novillada, ce qui appelle un rassemblement important de personnes. Ce contexte local s'inscrit plus globalement dans un contexte national de tension autour du sujet effectivement de la corrida, avec des chiffres, des sondages, des micro-trottoirs sur êtes-vous pro ou anti-corrida. Un contexte national de tension entre le peuple, entre la population et le gouvernement, plus généralement, avec de récentes émeutes, des manifestations sur les nouveaux régimes de retraite, sur tous ces mouvements sociaux, et encore une fois, depuis des années malheureusement, la lutte antiterroriste extérieure et intérieure. Dans ce contexte-là, donc, on a les 39e journées santaurinaises qui sont organisées sur la commune de Santaurin, et la préfecture voit arriver une déclaration de manifestation de l'association Sans décorner, prévue pour le jour d'ouverture et le jour de clôture de ces festivités, au moment, à 18h15, au moment de l'arrivée des 2 matadors les plus connus au monde actuellement pour leur conférence, donc au moment d'un rassemblement important. Alerté rapidement par cette déclaration de manifestation et également par effectivement un mail président de la Fédération des clubs taurins qui nous écrit en nous disant qu'il ne pouvait assurer la sécurité des personnes et des biens, toutes les personnes et de tous les biens présents sur le préfet. Le préfet de la Vendée a effectivement pris un arrêté qui s'est avéré nécessaire, et je vais vous le montrer, pour interdire toute manifestation ayant pour objet de protester contre la corrida aux abords des arènes de Santaurin. Contrairement à ce qu'affirme le contradicteur, la manifestation n'est pas purement et simplement interdite, elle est limitée géographiquement et dans le temps. L'association Sans décorner saisit votre juridiction d'une requête en référé sur le fondement de l'article L521-2 du Code de justice administrative, qui doit, pour être appliqué, réunir 3 conditions: l'urgence, l'existence d'une liberté fondamentale et une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale. La condition d'urgence, la première, pour nous, n'est pas réunie. Comme je vous l'ai dit, l'arrêté d'interdiction réglemente la manifestation géographiquement et dans le temps. Je le verse au dossier. L'association a pu déposer une nouvelle déclaration de manifestation pour une manifestation le même jour prévu initialement à 16h et non pas à 18h. Pour cette manifestation, l'association a reçu un récépissé de manifestation. Elle pourra tenir sa manifestation sans aucune difficulté. Il n'y a donc pas d'urgence, puisque sa liberté fondamentale de manifester
n'est pas méconnue. La liberté fondamentale n'est pas méconnue, d'autant plus que l'année dernière, elle a pu recevoir 14 récépissés pour différentes manifestations. Ce qui nous emmène à la troisième condition, l'atteinte grave est manifestement illégale. L'association vient nous dire que la mesure aurait un caractère discriminatoire. Par le passé, l'association a reçu des récépissés de manifestation, donc il n'y a pas de discrimination à l'encontre de cette association même, à l'encontre de ses membres, de ses adhérents, de son objet. La juridiction l'a d'ailleurs, votre juridiction l'a d'ailleurs jugé par une ordonnance que je joins également à mon dossier, par une ordonnance du 23 octobre 2020, qui indique sans aucune ambiguïté que la mesure contestée ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère discriminatoire portant une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. D'autant que, une nouvelle fois, l'autorisation de manifester à ces heures aux abords des arènes de la commune de Santorin valide le principe de l'existence et de la possibilité de manifester. Pour cette association-là, il n'y a donc pas de caractère discriminatoire dans cette mesure. Cette mesure a été justifiée par les risques de troubles à l'ordre public que mon contradicteur a longuement développé, et non pas pour le motif ou l'existence de cette association. Les potentiels troubles à l'ordre public sont avérés, et c'est sur la base de ces éléments que le préfet a pris son arrêté. Comme je l'ai dit, on a un contexte local sur la commune de Santorin, où la tauromachie, c'est une fierté. On en est au 39e journée taurine sur la commune. Ça fait donc près de 40 ans que chaque année on organise cette manifestation. On a des associations locales qui sont investies, on a des aficionados qui sont présents chaque année au rendez-vous, et des membres de la commune et des communes aux alentours qui viennent durant ces 4 jours sur la commune pour célébrer la tauromachie. Alors c'est sûr qu'on a une opposition d'idées entre les pro-corridas et les anti-corridas. Et ces oppositions d'idées-là ont donné lieu à des confrontations. Je vous le joins également à mon dossier. Les précédentes journées taurines ont donné lieu à des confrontations entre les membres de l'association Santé Cornée et les membres des participants, membres adhérents de l'association de la corrida, qui venaient participer au gala, où on a des personnes de l'association de Santorin qui ont invectivé, agressé, insulté les personnes qui venaient assister à la corrida. On a même eu des insultes à l'encontre du maire de la commune, ce qui a donné lieu à des interpellations, et au cours de ces interpellations, les forces de police se sont aperçues que certains adhérents avaient des couteaux sur eux. Donc, venir ici affirmer devant votre tribunal que les manifestants sont pacifiques, j'en doute un peu. La manifestation silencieuse et statique également n'est pas avérée, puisque sur les 2 déclarations de manifestation, on n'en a qu'une seule déjà qui est déclarée comme telle. Et en tout état de cause, la présence de personnes sur le domaine public devant les arènes, au moment où une foule arrive pour acclamer 2 matadors les plus connus, nécessairement, les risques sont avérés. Les tensions sont possibles, les tensions ne pourront pas être gérées et encadrées par le président de la fédération du club taurin, qui nous l'affirme, qui le reconnaît dans un courriel que je joins également à mon dossier, ce qui nécessite l'intervention des forces de police. Le préfet, au moment de prendre cette décision, s'aperçoit que les forces de police sont mobilisées sur d'autres sujets. Alors, ils ne sont pas mobilisés uniquement sur le pass sanitaire, le contrôle des passes sanitaires, sur l'ensemble des mouvements sociaux, des émeutes, des problématiques. Le week-end, en centre-ville, on en connaît, et malheureusement, les forces de police sont mobilisées régulièrement sur ça. Donc, moi j'appelle ça la conciliation, mon contradicteur parle d'équilibre. L'équilibre ou la conciliation ici entre la liberté fondamentale de manifester et la protection de l'ordre public a été effectuée par le préfet, a été justement effectuée par le préfet, par l'arrêté qui est contesté. Ce qui justifie l'interdiction, encore une fois, d'une manifestation à un moment où les tensions sont possibles, où les risques de troubles sont possibles, et ce qui justifie l'autorisation d'une manifestation en amont de la journée à 16 heures, et les membres de l'association et les adhérents pourront, qu'ils soient 10, 15 ou 30, porter des tracts ou pas, parler ou pas, mais affirmer leurs idées sans aucun risque de trouble à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle je vous
demande de rejeter la requête de l'association, puisque aucune atteinte grave à la manifestation illégale n'a été portée à la liberté fondamentale de manifester, et de condamner l'association à régler la somme de 2 500 €, c'est l'article L761 du Code de justice. Je vous remercie. Est-ce que vous prendrez réplique, faire la question? Une précision, Monsieur le Président. J'ai entendu les brillantes observations de nos auditeurs. Une précision, c'est que l'intérêt de manifester, c'est de pouvoir exprimer face à des personnes qui seraient interpellées par le message dont on est le porte-voix. Si aujourd'hui on autorise à manifester alors que la manifestation d'origine est déterminée, je lutte contre le vent, monsieur. Donc aujourd'hui, tout l'intérêt de manifester, c'est de manifester face à des personnes qui vont pouvoir entendre le message que j'ai à leur porte. Donc autoriser à manifester à aux heures qui ne sont pas les heures de l'événement ne présente aucune forme d'intérêt. C'est presque se moquer de la sagacité de votre jugement. Je vous remercie. Donc, en fait, du respect du contradictoire, je vous redonne la parole pour vos dernières interventions. Je vous remercie. Cette affaire est donc mise en délibéré et l'ordonnance sera produite dans les heures qui viennent. Simplement, vous avez eu un aperçu que la procédure en matière de référé est à la fois écrite, il faut saisir le juge des référés par pièce, et elle est également orale, c'est-à-dire qu'à l'audience, on passe beaucoup de choses, vous avez constaté, c'est-à-dire qu'il y a un échange contradictoire entre les différentes parties. Le juge des référés, en général, il est seul, il peut, de façon exceptionnelle, statuer en formation collégiale avec 2 de ses collègues, il peut poser des questions, on est un peu limité par le temps, en général, il pose des questions s'il a vu en amont le dossier. Il a pu déjà prendre connaissance des différentes pièces des parties. Et ensuite, il doit se prononcer, c'est rédiger son ordonnance dans un délai très bref, dans un délai de 48 heures, la suite de sa saisine, donc en général, le jour même, ou éventuellement, au pire, le lendemain, il rend son ordonnance. Voilà. Donc cette ordonnance est immédiatement exécutoire, c'est-à-dire que nonobstant un appel éventuel, c'est-à-dire même si des parties feraient appel de l'ordonnance, il doit exécuter la décision qui sera rendue par le juge de référé, et effectivement, les parties, le préfet, comme l'association d'espèces, doivent exécuter cette ordonnance. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur le déroulement, sur l'affaire? Et après, éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est de délibérer. C'est le juge tout seul qui libère avec lui-même. Et là, de délibérer, si vous avez déjà une position. Oui. Du coup, il n'y a pas d'intervenant extérieur, uniquement le représentant des parties. C'est très rare. Il peut, il se peut. Moi, je sais par exemple, lorsque les libertés qui concernaient les mesures prises par le préfet concernant l'interdiction des déplacements, etc., pendant la période de Covid, il y avait pas des témoins, mais en tout cas des experts de l'administration qui étaient présents, le directeur de l'Agence régionale de la santé, nous donnait des chiffres, etc. Donc il peut y avoir des parties, mais ce ne sont pas des parties extérieures. C'est l'une des parties qui est présente à l'audience qui vient assister d'un expert ou d'un collègue ou d'un témoin, éventuellement peut-être un peu plus fréquent en matière de fonction publique ou de sanctions disciplinaires. Donc là, c'est possible, mais c'est très rare. Ensuite, il y a un échange contradictoire, un débat entre les parties, sous l'autorité du président de la formation de jugement. Ensuite, il y a une mise en délibéré. Donc, après l'audience, une clôture d'instruction automatique qui est prononcée par le président. Les parties ne peuvent plus présenter de nouveaux arguments. L'audience, la fin de l'audience signifie la fin de la présentation de l'affaire par les parties. Dans des délibérés circonstances plus exceptionnelles en matière de liberté. La rapidité pour laquelle le juge doit statuer. Donc, il est forcément représenté par un avocat ou peut se représenter seul? Non. Le préfet c'est souvent. Enfin, l'administration, en règle générale, est représentée par un chef de service, le préfet lui-même. Je sais que le préfet a pu assister à la liberté, donc est sensible. L'administration, c'est pareil, peut être représentée souvent, si ce sont des communes, c'est par un avocat. Il y a des conventions, des honoraires qui sont signées par les collectivités, donc ils sont représentés par des avocats. Particulier, c'est pareil. Il peut faire appel à un avocat, il peut également de lui-même, sans avoir une connaissance juridique, bien évidemment, saisir le juge des référés, participer à l'audience. Il peut parler à l'audience. Voilà. Même s'il est présent avec son avocat, l'avocat peut demander l'autorisation au président de laisser le client parler, exprimer les faits. Pardon. Oui, voilà, oui. Parce que les procédures de saisie en fait, administrative, soit le courrier classique, à l'ancienne, soit sous forme dématérialisée,
de la justice 2.0 par plus. Donc effectivement, il y a une procédure de télérecours, c'est-à-dire qu'on peut saisir directement le tribunal administratif par le biais non pas d'un formulaire, on peut pas rédiger un propos courriel avec des observations, des conclusions, des moyens, mais saisir directement par le biais d'une application spécifique. Alors, vous pouvez accéder facilement à un site administratif. Donc c'est une saisine très rapide. Voilà. Les cas dans lesquels il y a eu une obligation du ministère d'avocat, c'est de prendre un avocat, sont très rares. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais pour le reste, c'est une justice accessible. Et en cas d'urgence, effectivement, il y a une décision du juge des référés très rapide. Sachez simplement pour information, par exemple pour le tribunal administratif de Montpellier, sur une année, il y a environ entre 800 et 900 référés qui sont enregistrés. Tout type de référés, donc 90% des référés sont des référés de suspension, on demande la suspension d'une décision. Il y a une urgence, mais il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale. Donc, le juge de référé s'agit dans un délai de 3 semaines à 4 semaines. Et pour les référés liberté proprement dit, c'est environ 10% de ces référés, c'est-à-dire entre 70 et 90 référés liberté qui sont enregistrés chaque année. Donc là, c'est une affaire qui s'est effectivement tenue. Quelques années, on ne sait pas si c'est ça. C'est pour la période de Covid, que vous avez sans doute pu deviner. Et le juge a statué pour savoir si oui ou non la manifestation. Donc, en anti-corrida, l'association du portier pouvait être autorisée. Je découvre le sujet, donc je pose des questions. Mais du coup, quand si on dépose donc, cette demande sur l'application, il y a un premier filtre, on va dire, qui va estimer qu'effectivement c'est urgent ou pas. Oui, tout à fait. Le juge de référé va examiner votre requête, donc la requête est déposée par le citoyen pour l'avocat, il va effectivement constater si oui ou non il y a une urgence. S'il estime qu'il n'y a pas d'urgence, s'il est sûr de lui qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a même pas d'urgence. Voilà. Il va rejeter par ordonnance, en rédigeant dans le délai de 48 heures, une ordonnance pour rejeter la requête pour défaut d'urgence. Il peut également, dans certaines situations, estimer que certes il peut y avoir urgence, mais qu'il n'y a pas d'atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale grave. Il peut également rejeter par ordonnance. Donc il y a une sorte de premier filtre. Tout ne va pas aller jusqu'à l'audience. Par contre, il ne pourra jamais donner satisfaction à un requérant sans audience. Parce que l'audience permet le respect du contradictoire. C'est lorsqu'on audience l'affaire que la requête est transmise à l'administration ou à l'autre partie. Et après, l'audience se laisse. Ce n'est pas parce qu'il y a une audience, effectivement, la audience obtiendra bien. En tout cas, il y aura là un échange entre les différentes parties, permettant au juge de référé de se positionner, de prendre position en fonction des différents arguments des deux parties. Sachez que, comme en matière pénale ou civile, les audiences sont publiques. Vous pouvez venir assister aux audiences administratives. Nous serons signés auparavant pour savoir quel sera le thème de l'audience. D'autres questions sur la justice administrative, sur les avocats, le président. Peut-être pas un sondage, donc avoir votre point de vue sur le délibéré. Que feriez-vous si vous étiez juge des référés? Certes, vous n'avez pas eu accès aux pièces, mais vous avez pu entendre les plaidoiries des deux parties. Est-ce que oui ou non, selon vous, la décision du préfet porte une atteinte, c'est-à-dire une liberté fondamentale, la liberté de manifester notamment, est-elle justifiée par le risque de trouble à l'ordre public que peut engendrer une manifestation de militants anti-corrida devant des arènes dans une commune où a lieu précisément un événement taurin important. Vous avez beaucoup à 48 heures, 2 minutes de publicité. Je ne sais pas. Alors, qui donnerait raison à l'association et déciderait de suspendre l'arrêté du préfet? Vous pouvez lever la main. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 peut-être. Et qui donc, à l'inverse, estime que la décision ou l'arrêté du préfet est parfaitement justifié pour éviter les risques de troubles à l'ordre public? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf, on va égalité. 8, on va dire. Donc sachez qu'il ne faut jamais y avoir d'égalité, parce que bien évidemment, le juge des référés soit il est tout seul, soit il est en formation collégiale, et cette année, c'est 3. Ils ne seront jamais 2 assiégés, mais ils seront 3, donc pour éviter l'égalité, il y aura forcément une audition administrative. Là, a priori, vous seriez plutôt pour suspendre l'arrêté du préfet. Donc, minorité.
Oui, le peu. Et effectivement, pour tout vous dire, c'est bien la décision qu'a prise le juge des référés, voilà, qui, dans son ordonnance, a estimé qu'il n'y avait pas de risque caractérisé qui était en tout cas justifié par le préfet de risque de trouble à l'ordre public. Il a donc suspendu les arrêtés du préfet de la Virginie. Ça a été une méthodologie en fait. Voilà, il y a eu 50 morts. Bon, les manifestations se sont tenues, il n'y a eu aucun trouble à l'ordre. Parfait. Et j'allais dire après, c'est que du ressort du juge des référés, c'est du ressort du préfet pour mettre en œuvre les conditions nécessaires pour assurer la bonne tenue des manifestations. Et voilà, mais là, on le voit par rapport au biais de ce dossier, il y a vraiment des questions qui sont sensibles et tout. Donc, pour les retraites, pour les visites présidentielles ou autres, c'est voilà, la conciliation en fait entre le nécessaire respect des libertés publiques et également les risques de troubles à l'ordre public. Il y a une balance, voilà, et le juge, le préfet déjà dans ses décisions, le juge doit concilier ces différents impératifs et les fonctions de la législation. Il peut y avoir appel du coup sur cette décision. Il peut y avoir appel, et compte tenu des délais, il est quand même fort probable que le Conseil d'État, parce que l'appel c'est directement devant le Conseil d'État, en matière de référé liberté, le Conseil d'État, il y a peu de chances qu'il puisse se prononcer d'ici 24 heures. À part de donner, il y a que de donner qui a réussi à avoir l'audience, il n'y a pas à faire. Pour vous illustrer quand même l'usage de référé liberté, vous le voyez tous les jours. Ça a été les manifestations sur le droit des retraites, ça a été les manifestations, les dernières sorties présidentielles, y compris chez nous, sur les casseroles. Ça peut être aussi des données, des bassines. Ce que vous avez entendu récemment sur le RIA. Ça peut être aussi la fin de vie. Dans le protocole Claes, Leonetti, est-ce qu'il faut débrancher quelqu'un qui est en fin de vie? Donc ça a été tranché par du juge de référé liberté. Ça peut être aussi le droit d'accès à une propriété chez un agriculteur qui est interdit par un maire parce qu'il met leur logement d'accéder à ses écuries parce qu'il y a une activité d'humeur à connaître sur la liberté d'aller et venir. Vous l'entendez aussi régulièrement.